Enma est un katana maudit de One Piece. C'est l'un des 21 sabres de grande qualité, et il est assez puissant pour couper une montagne en deux d'un seul coup. Restez à l'écoute pour voir si je peux vraiment fabriquer une lame digne d'être appelée Enma. Pour débuter, j'utilise une barre d'acier dorée de d'1 pouce de large et près d'un demi-pouce d'épaisseur. En plus d'être extrêmement résistant, le Dovi 2 est sans conteste le meilleur acier à outils moderne pour les amont. Je commence par couper un peu de matière à la pointe, en biais à 45 degrés. C'est en fait la méthode traditionnelle pour forger la pointe. Mais ce n'est pas techniquement nécessaire pour moi puisque je commence avec une barre d'acier moderne. Ensuite, je forge en fait le côté le plus long de la barre pour qu'il s'aligne avec le côté court. Cette étape est en fait extrêmement nécessaire pour l'acier traditionnel de bas-fourneau, mais je le fais sur le mien uniquement parce que je ne l'ai jamais fait auparavant et je pensais que ça rendrait bien. Après avoir forgé la pointe, on est censé forger le muni, ou les biseaux de la colonne vertébrale. J'ai choisi de ne pas les forger et de les meuler ensuite, donc l'étape suivante est de biseauter la lame. Le biseautage paraît simple, mais en réalité je fais bien plus qu'amincir le tranchant. D'abord, je définis la véritable ligne de biseau, ou le shinogiji. Je définis ensuite la courbure de la lame. Troisièmement, je biseaute la partie de la lame opposée au tranchant. Je dois planifier mes coups pour que la section de la lame reste uniforme sur toute sa longueur et corresponde au mieux à la géométrie finale. Si vous regardez la lame de près en ce moment, la partie de la lame que j'ai biseautée et dont j'ai défini la géométrie est beaucoup plus large qu'à l'arrière. Je dois m'en souvenir car la pointe doit être la plus fine. Elle doit être plus large près du hibaki puis s'affiner vers la pointe. En fait, ça semble très bien. Par rapport à d'autres réalisations avec du damas complexe et la soudure à la forge, fabriquer une lame comme celle-ci paraît plus simple, mais il y a tellement de lames et de géométrie à gérer que cela peut être plus difficile. C'est déjà comme une lame de 30 cm. En ce qui concerne la longueur que je veux pour la lame, dans l'anime, l'épée est une épée métamorphe. Odin, haut de 4 mètres, maniait parfaitement l'épée, mais sur Zoro, qui mesure 2 mètres, elle semble tout aussi grande. Donc je ne peux pas utiliser l'anime comme référence, alors je vais me baser sur les livres d'histoire. Un katana doit faire au moins 24 pouces, sinon c'est un wakizashi. J'ai décidé d'opter pour une longueur d'environ 24 pouces et demi à 25 pouces. Je ne veux pas qu'il soit trop grand car franchement, je ne me fais pas confiance pour forger une si grande lame. Quand j'ai filmé cette vidéo, il faisait environ 115 degrés dehors. Il faisait si chaud que j'ai choisi de porter un short cargo au lieu d'un pantalon long. N'ayant pas besoin de souder à la forge pour ce katana, j'ai réduit la forge à 1 ou 2 brûleurs et 5 livres par pouce carré. Bien que je ne produisais qu'un quart de la chaleur nécessaire à une soudure, le garage devait tout de même atteindre environ 140 degrés. Ça se voit sur mon visage, il est aussi rouge que ma chemise. Oh. Entre pratiquement chaque chauffe de cette épée, je retournais au livre L'art du sabre japonais de Yoshindo Yoshihara. Je voulais que chaque détail de cette épée soit fidèle au vrai katana. Je ne pourrais peut-être pas tout réaliser parfaitement, mais si c'était le cas, je voulais au moins le savoir. J'ai déjà fait une erreur. Il faut isoler la soie depuis le dos, pas depuis le tranchant. Et je ne m'en suis rendu compte qu'après avoir terminé toute cette vidéo. Tellement de gens font ça de travers. Ce que je montrais s'appelle la ligne yokote, présente sur tous les katanas traditionnels, mais elle demande beaucoup de travail à créer. Habituellement, il faut polir la pointe à la pierre pendant des jours pour la voir apparaître. Je voulais que cette lame soit la plus traditionnelle possible, donc j'allais faire un effort supplémentaire pour mettre en valeur ce yokote. Le temps qu'il m'a fallu pour passer du début du lingot à l'épée terminée était d'environ 3 à 4 heures. On peut voir que ça a pris un certain temps, parce que je porte une autre tenue ici et il fait de nouveau jour dehors.
Ça n'aurait pas dû me prendre 3 à 4 heures, ça aurait dû me prendre environ 2 heures. Et c'est parce que j'ai passé beaucoup de temps simplement assis à réfléchir à ce que j'allais faire ensuite. Les katanas sont en fait légèrement différents de toutes les autres épées que je connais, car les biseaux de la lame se prolongent jusqu'à la soie. Je n'ai jamais vu de katana dans le livre que je lisais avec des biseaux prolongés dans la soie, mais j'en ai vu sur des modèles modernes où les forgerons personnalisent la lame. Enma n'est pas un simple katana. Il provient d'une des séries animées les plus célèbres. Ainsi, de nombreux fans de la série auront de grandes attentes pour la lame que je vais créer. Cela m'a mis plus de pression en fabriquant ceci. Je voulais que tout soit aussi parfait que possible. Ici, je corrige la courbure de la lame avec un morceau de bois. La raison pour laquelle j'utilise un morceau de bois, c'est que le bois est assez tendre pour ne pas déformer le métal du tout, mais il a assez de masse pour vraiment le plier. À ce stade, je devais vérifier mon effilement distal, alors j'ai mesuré du habaki à la pointe avec un pied à coulisse. Et je pense que je m'en suis plutôt bien sorti. On était passé de 1,4 pouces jusqu'à environ 1,25 à la pointe, ce qui est vraiment bien. Je peux m'en servir. Si vous connaissez les katanas, vous vous demandez sûrement pourquoi ma lame est déjà courbée. N'obtient-on pas normalement cette courbure à la trempe? La réponse est à la fois oui et non. Trempée dans l'eau, elle serait plus courbée, mais je vais la mettre dans l'huile. Et quand on trempe dans l'huile, en fait, la lame se courbe dans l'autre sens. Donc je dois lui donner une courbure encore plus prononcée que la courbure finale. Évaluer cela à l'œil et vérifier la droiture de la lame demande beaucoup de travail. Je dois aussi vérifier que le tranchant est centré sur la lame droite. Et ça, c'est une autre histoire. On va s'arrêter là. La lame étant forgée, il faut la préparer à la normalisation. La normalisation permet de réduire la taille du grain et d'assurer un traitement thermique parfait. Je procède en 3 cycles, d'abord à 1650 degrés, puis à 1500, et enfin à 1350. Entre chaque cycle, je le laisse refroidir à environ 700 ou 800 degrés. Tranchant vers le bas, sinon je vais entailler la brique. Pendant que la lame chauffait dans le four, j'en ai profité pour balayer le sol. J'aime travailler dans un atelier propre, donc j'essaye de le faire souvent. Une fois les 3 cycles de normalisation terminés, je la ramène à la meuleuse et je commence à enlever pas mal de matière. L'une des choses dans les que vous ne voyez pas, tata, mais que je fais pour chaque lame, c'est que je commence avec une bande abrasive émoussée pour enlever toute la calamine de forge, puis je passe à une bande beaucoup plus affûtée une fois que j'ai enlevé cette calamine. La raison pour laquelle je fais cela, c'est que la calamine de forge est en fait assez dure. Si je ne la retire pas avec une bande émoussée, je vais déchirer mes bandes neuves, ce qui réduit leur durée de vie et me fait perdre beaucoup d'argent. Pour vous donner une idée du prix des bandes abrasives, la bande violette que vous m'avez vu utiliser coûtait 22 $. Les bandes bleues ne sont guère mieux, coûtant 18 $, tandis que les rouges que j'utilise valent 10 à 12 $. Donc chaque bande abrasive que j'utilise et que je jette, c'est simplement de l'argent brûlé. La lame dégrossie, il faut enduire la colonne vertébrale d'argile et préparer la lame au traitement thermique. L'argile utilisée ici contient 2 composants. La première partie est de la calamine broyée, la seconde est appelée satanite. La satanite est un ciment réfractaire utilisé pour tapisser l'intérieur de la forge, mélangé avec un peu d'eau. Elle fonctionne aussi très bien pour faire des hammons sur les lames. Et je n'ai jamais trouvé quelque chose de mieux, c'est pourquoi je continue de l'utiliser pour la fabrication de ce katana. Je ne veux pas mettre trop d'eau là-dedans. Oups, c'était trop d'eau. Oh, peut-être que c'était la quantité parfaite d'eau. D'accord, la satanite est assez bien mélangée. Prenons un peu de cette calamine, mélangée avec un peu de poudre de piment.
Ça sent si bon, j'ai envie d'en manger. La satanide sent fort les nouilles instantanées, d'où mon envie d'en manger mentionné dans le dernier extrait. Je ne sais pas si ça a vraiment le goût des nouilles instantanées, mais je n'ai pas vraiment envie de vérifier. Les fines lignes que vous me voyez tracées sur la lame ici s'appellent en fait des lignes hachis. Les lignes hachis aident la lame sur le plan fonctionnel et elles donnent au hamon sa forme réelle. Cela aide au niveau fonctionnel car si la ligne du hamon est trop droite, cela peut en fait fendre la lame. Ces lignes hachis permettent aux deux aciers, le dur et le doux, de se fondre ensemble et d'éviter qu'ils ne se séparent. En termes de forme, c'est en fait trop compliqué à t'expliquer, mais imaginez simplement que ces lignes vont aider à créer un effet flamboyant. En réalité, je n'utilise pas mon four de traitement thermique pour tremper le katana ici, j'utilise simplement la forge. C'est parce qu'en général, les hamons obtenus avec une trempe à la forge sont bien meilleurs que ceux du four de traitement thermique. Je dois vraiment surveiller la température. Trop chaud, la lame risque de se fissurer. Pas assez, pas de hamon. Trop longtemps, le hamon sera moins marqué. C'est pour ça que j'ai éteint les lumières du garage et que j'ai laissé les portes presque fermées. Ce n'est sans doute pas bon pour mes poumons, mais ça aidera à améliorer le hamon. La chose que j'utilise pour vérifier la température, c'est un aimant. Si l'aimant colle, c'est trop froid. S'il ne colle pas, c'est que la température critique est dépassée. C'est chaud. Prêt? C'est bien. Je ne vais rien risquer, ça va directement dans le tempérage. Je découvrirai si ça s'est bien passé ou non après 2 heures. J'espère que ce n'est pas fissuré. Ce serait vraiment triste et vraiment drôle. En fait, laisse-moi d'abord enlever l'argile. La lame que tu me vois utiliser pour gratter l'argile est un carambite forgé il y a 4 ans, jamais terminé. Le fait que je doive gratter l'argile ici et qu'elle n'ait pas du tout bougé est sans doute bon signe. Je vais maintenant le ramener à la meuleuse pour révéler de l'acier neuf. Après la trempe, pour faire apparaître un hamon sur la lame, il suffit d'enlever les oxydes foncés en meulant, ce que je fais ici. Ce n'est vraiment pas bon du tout. On a un très beau hamon sur genre une partie de cette lame. On va peut-être devoir retremper ça. C'est beaucoup trop proche. À ce stade, j'ai déjà décidé de retremper la lame. Mais qu'allais-je faire différemment? J'avais une théorie selon laquelle les lignes d'achi étaient trop épaisses et que toute la lame refroidissait un peu trop lentement, ce qui faisait que seul le tranchant était dur. J'ai décidé de jeter un autre coup d'œil au hamon sur Enma et d'appliquer des bandes d'argile beaucoup plus larges. Cela aiderait peut-être le tranchant à tremper plus vite. Tu sais, la trempe douteuse est clairement expliquée par le fait qu'elle n'a pas du tout plié. Comme tu vois, mon argile est bien plus agressive et je n'ai mis aucune ligne de cendre. J'espérais que cela ferait mieux ressortir le hamon et aiderait à la répartition de la chaleur. Oh Wes! Une autre chose que je vais essayer de faire différemment la deuxième fois, c'est de chauffer la lame un peu plus. J'avais le pressentiment que même si l'aimant ne collait plus à la lame, le W2 a besoin d'une trempe plus rapide que ce que je pouvais lui offrir. Je lui ai donné plus de chaleur que la dernière fois et j'ai croisé les doigts.
S'il te plaît, ne flambe pas. S'il te plaît, ne flambe pas. S'il te plaît, ne flambe pas. Si j'entends le moindre bruit, je vais sauter par la fenêtre. Le garage n'a pas de fenêtre, je ne sais donc pas comment faire. Maintenant que la lame est trempée après la deuxième trempe, il est temps de la redresser. Après la deuxième trempe, la lame était très déformée. Après le second revenu à 425 degrés, je l'ai emmenée à l'étau et utilisé mon gabarit à 3 dents pour la redresser au mieux. Vous pouvez voir ici, je serre vraiment l'étau aussi fort que possible et la lame se plie beaucoup dans l'autre sens, donc je dois faire attention à ne pas la casser. Mes brefs aperçus du hamon à ce moment-là étaient vraiment déroutants. J'avais ce qui ressemblait à des I, comme la lettre I majuscule, comme une poutre en I. Je n'avais jamais vu ça dans le hamon auparavant et je pensais que c'était juste à cause de la décarburation. Alors j'ai continué à meuler et je ne me suis pas vraiment retourné. Je vais tester à la lime une dernière fois. Après avoir vérifié avec la lime la dureté du tranchant et la douceur de la colonne, je l'ai posé sur l'enclume et utilisé ce marteau en carbure. De Corona Gamico sur Instagram pour corriger quelques petites déformations de la lame. Je l'ai redressée avec le gabarit à 3 broches, mais elle n'était pas totalement droite. La colonne de la lame étant droite, il restait à meuler les épaules. Vous pouvez déjà voir ici que j'ai meulé l'épaulement du côté du tranchant, mais pas du côté de la colonne. Je devais m'assurer que ces épaulements étaient assez d'équerre. Donc j'utilise ce gabarit à 90 degrés pour m'assurer qu'ils étaient bien d'équerre. J'ai faim. Comment? C'est incroyable qu'à ce stade, je ne sache toujours pas ce que je regarde. Tout le bord est dur. Mais ce hamon a l'air vraiment bizarre. J'ai un drôle de pressentiment. Je déteste un peu ça. Je pense que c'est une vraie cochonnerie. Je pense que je veux en forger un autre. Ça va prendre beaucoup de temps. Mais au final, je pense que ça en vaudra la peine. Genre, ça a l'air cool. Ça passerait le test visuel d'un observateur lambda. Mais ce n'est pas ENMA. Je ne sais pas quel état a la pièce. Je pense que c'est un déchet. Donc oui, j'ai décidé de tout reforger. En fait, j'ai terminé beaucoup plus de choses que ce que j'ai montré à la caméra. J'avais la lame prête à être poncée à la main et à passer à l'étape suivante. Mais elle était juste tellement moyennement bonne que j'ai préféré repartir de zéro et en faire une nouvelle. J'ai tout fait mieux sur la deuxième que sur la première. J'ai forgé les biseaux du dos, j'avais le parfait effilement distal. Elle était parfaitement droite, tout était mieux. Oh là là! Vous voyez ici sa courbure parfaite comparée à la première. J'ai refait 3 cycles de normalisation comme la première, retiré les oxydes, puis préparé pour la trempe. Vous pouvez voir que mon visage est rempli de fatigue et d'agacement. Et c'est parce que je n'ai pas trempé les katanas 3 fois pendant cette vidéo, en fait je l'ai fait 4 fois. C'est la deuxième fois que je trempe le deuxième katana forgé. Lors de la première tentative avec le deuxième katana, je n'ai pas assez chauffé le four, je ne l'ai pas laissé assez longtemps. Et la deuxième fois, je l'ai laissé tremper. J'ai chauffé l'huile et vous verrez dans un instant, le résultat a l'air plutôt bon. C'est le hamon que vous imaginez quand vous pensez à Enma. Je suis ravi d'avoir tout recommencé plusieurs fois pour que ce soit parfait. Il est temps de sortir sur le terrain. Le premier magasin était Home Depot. Il me fallait un tuyau en polychlorure de vinyle plus long pour mon chlorure ferrique, car l'actuel fait seulement 60 cm, alors que le katana mesure environ 75 cm.
Je ne pouvais acheter que des sections de 3 mètres. Alors avec la scie d'un employé, j'ai découpé 1 mètre, ce qui m'a laissé une section d'1 mètre et une de 3 mètres. Pourquoi est-ce que ça coûte 17 $? Le magasin suivant sur la liste était un endroit appelé Azemeto. J'avais besoin d'une grande plaque de laiton pour la garde d'Enma, alors je suis venu ici et j'en ai trouvé une belle. J'ai aussi acheté ici des chutes très bon marché et de la tôle d'acier pour fabriquer une hotte aspirante pour ma forge. L'étape suivante était le magasin Woodworker Source. Enma a une poignée violette et je n'avais pas de bois de cette couleur. Donc j'y suis allé chercher du Purple Heart. Les employés m'ont aidé et j'ai rencontré le propriétaire, très sympathique, qui m'a conseillé une belle planche de Purple Heart. En tant que coutelier achetant surtout en ligne, je fréquente peu les entrepôts de menuiserie, donc j'ai pris le temps de tout explorer en magasin. La sortie terminée, je commence à créer des accessoires pour lit pour Enma. La première chose sur laquelle je travaille, c'est le hibaki. Le hibaki est en quelque sorte une entretoise en cuivre qui se place juste sous la lame et vient contre la garde. Je le fabrique à partir d'un morceau de cuivre, car c'est traditionnellement ce dont les hibaki étaient faits. Je viens d'utiliser un marteau à panne pour marteler deux côtés d'une épaisse plaque de cuivre. Une fois martelé à un certain point, il ne bouge plus sous le marteau. Je le chauffe à la flamme jusqu'à ce qu'il rougisse, puis je le plonge dans l'eau. Cela ramollit le cuivre et me permet de continuer à l'affiner des deux côtés. Comme le cuivre se durcit très vite au travail, j'ai dû continuer à le chauffer et à le tremper dans l'eau. Et je crois que j'ai fait ça environ 10 fois rien que pour cette pièce. Le cuivre ayant l'épaisseur voulue, il fallait l'amener à l'étau pour le plier en forme de U profond. C'est vraiment délicat parce que la partie épaisse au centre doit absolument rester au centre. Elle doit être derrière la colonne vertébrale de la lame. Le cuivre était alors assez élastique, signe que je ne l'avais peut-être pas bien recuit précédemment, rendant cette étape plus difficile que prévu. L'un des aspects intéressants du hibaki, c'est qu'il est ajusté sur mesure pour chaque katana auquel il est destiné. Comme chaque katana a une forme et une géométrie légèrement différentes, chaque hibaki est donc également différent. Donc ce que je fais ici, c'est chauffer la soie pour pouvoir marteler le hibaki dessus sans risquer de fissure. C'est seulement mon deuxième hibaki. Le premier, réalisé pour un tanto destiné au salon de la lame, m'a pris toute une journée à fabriquer. Fabriquer le hibaki semble simple, mais c'est en fait assez difficile. C'est vraiment moche pour l'instant, mais ça va s'améliorer. Ici, la lame est presque à sa forme finale. Je n'ai pas montré le meulage de la deuxième katana parce que vous avez déjà vu beaucoup de meulage pour la première et je pensais que ça deviendrait ennuyeux. Je pense que j'ai en fait assez de séquences pour faire une vidéo de 2 heures, si je montrais tout, mais une vidéo de 2 heures où beaucoup de choses sont répétées, ce n'est pas une très bonne vidéo. On ne remarque pas que la colonne vertébrale du hibaki est encastrée dans sa partie la plus épaisse, donc il faut souvent y limer une rainure. La prochaine étape de la fabrication d'un hibaki est sans aucun doute la plus délicate. Il faut limer ou meuler un morceau de cuivre en forme de cale qui s'adapte exactement à l'espace négatif entre l'avant de la soie et l'avant du hibaki. D'accord, je pourrais perdre mes doigts, mais ça en vaudra la peine au final. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai choisi d'utiliser la meuleuse parce que je déteste limer de petites choses et je l'ai meulé en forme de cale. J'ai choisi d'utiliser une pince car le cuivre chauffe très vite en meulant et on passe plus de temps à le refroidir qu'à le meuler. Je ne sais pas si c'est assez petit, mais on va faire un essai pour voir si ça va. Avec un peu de chance, ça pourrait bien marcher. C'est clairement la partie la plus délicate de la fabrication du hibaki. Comme je l'ai déjà dit, il faut s'assurer qu'il s'ajuste parfaitement contre l'épaulement, à la jonction entre la souée et la lame. Et il faut aussi s'assurer qu'on puisse l'enlever et le remettre
D'accord. Soudons cette pièce. Ah oui, je ne l'ai pas mentionné plus tôt, mais cette cale en cuivre doit être soudée directement au hibaki. Habituellement, on utilisait de la brasure à l'argent, mais n'en ayant pas trouvé en 2 jours, j'ai pris de la brasure sans plomb prévue pour le cuivre, le laiton ou autres alliages similaires. J'ai d'abord posé 2 petites barres de brasure sur la cale, puis les ai recouvertes de flux liquide. Ensuite, moi, j'ai chauffé l'ensemble au chalumeau jusqu'à environ 200 à 250 degrés Celsius. Je savais que c'était la bonne température parce que la brasure a fondu directement dans l'espace vide entre la cale et le hibaki. Après avoir réussi à les coller ensemble, je l'ai retourné, je l'ai un peu réchauffé et j'ai commencé à pousser un peu de brasure dans cet espace. Je voulais que ce soit suffisamment chaud pour fondre le fil en le poussant dans le hibaki, mais pas trop pour éviter que la cale tombe immédiatement. Ce n'est clairement pas comme ça qu'on est censé faire, mais j'ai fait comme ça la première fois sur mon tantôt, et si ça a marché la première fois, je peux probablement réussir à le refaire une deuxième fois. Maintenant que le hibaki est soudé de façon permanente, il était temps de l'emmener à la meuleuse et de commencer à finaliser toutes ses faces. La cale ne monte pas jusqu'en haut, il doit y avoir un vide, mais je l'ai comblé par erreur avec de la soudure que je dois faire fondre pour retirer. D'accord, ça sort. Bon, maintenant que le hibaki est enfin terminé, il est temps de meuler toutes et un de ses faces. Le truc avec le hibaki, c'est qu'il doit être plus épais près de la base qu'en haut, et il doit s'intégrer assez proprement dans les biseaux de la colonne vertébrale. Je vérifiais constamment en le mettant sur le katana, en l'enlevant, en retirant un peu de matière, en faisant des allers-retours. Je pense que j'ai fait ça une douzaine de fois, mais au final, ça en valait vraiment la peine. Voici le hibaki fini à côté de celui du début. Ensuite, moi, sur la liste, je devais commencer à fabriquer la garde. Enma a une garde vraiment étrange, et elle est aussi assez épaisse. Donc j'ai pris un morceau de laiton de 3/8 de pouce d'épaisseur chez Azé Metal, et je prévoyais de le meuler pour lui donner la forme correcte. Lame, coche, kabaki a été créé, le sepa est très facile. Le tsuba va être quelque chose comme... Et ensuite j'aurai comme un découpage de lame. Iso. Et il y aura comme un trou dégoûtant. La lame est 2 livres. Et cette matière de garde est presque 2 livres. Je devais trouver comment inscrire 3 cercles dans le carré en utilisant au maximum sa surface. Maintenant que je l'avais esquissé, je devais trouver un moyen de le transférer réellement sur le laiton lui-même, et la méthode que j'ai trouvée consistait à tracer des lignes selon la position des cercles sur le dessin et à les reporter sur le laiton, et à espérer qu'elles étaient correctes. À cette distance du bas, oh là là, c'était évident. Si le triangle, si ces deux-là sont censés rentrer exactement ici, bien sûr qu'ils font un virgule 75. C'était prévu. Tu sais quoi? C'est probablement parce que c'est trop lent. C'est la seule fois où je n'ai pas cherché les vitesses de perçage adéquates. C'était parfait. Maintenant que j'avais percé et fraisé les 3 trous, il était temps de passer aux quelques pièces de poignée suivantes. La prochaine partie sur laquelle je travaille, c'est la poignée elle-même. Les poignées de katana étaient généralement en bois tendre, comme le peuplier, mais Enma est violette. N'étant pas sûr de teindre le peuplier en violet, j'ai opté pour le Purple Heart. La première chose que j'ai faite, c'est de me découper une planche d'environ 30 centimètres, puis je l'ai coupée en deux dans le sens de la longueur pour obtenir 2 morceaux que je pouvais assembler et creuser pour y insérer la soie de la lame.
Je devais m'assurer que ces pièces soient aussi plates que possible, car si elles étaient déformées et serrées lors du collage, la pression pourrait ouvrir la jointure plus tard, et je ne veux pas que ça se démonte dans quelques années. En fait, fabriquer ces deux blocs de manches est plus compliqué qu'il n'y paraît. Il faut être menuisier, ce que je ne suis pas. Vous êtes censé sculpter le contour de la soie, puis tailler précisément le négatif de la soie elle-même, et ça doit s'ajuster parfaitement comme un gant. Ce bois est vraiment dur. Oh là là, y a-t-il un moyen plus rapide de faire ça? J'ai décidé de changer complètement mes plans et de m'écarter de la méthode traditionnelle pour fabriquer la poignée. J'ai choisi d'affiner les deux pièces et de fabriquer un couteau à manche en cadre. Cela peut paraître étrange, mais je vais aussi fixer avec de l'époxy plus tard, donc je ne perdrai pas l'ajustement parfait, comme un gant, que j'aurais eu en sculptant parfaitement. Ici, la section centrale sera prise en sandwich entre deux blocs de bois. Je vérifiais l'ajustement pour m'assurer que cela s'installait facilement et n'était pas trop lâche. L'une des choses que vous ne savez peut-être pas sur le bois, c'est qu'il peut se déformer. Si vous le coupez en deux, ces deux morceaux peuvent avoir des niveaux de tension différents. Donc ce que je faisais ici, c'était de le chauffer et de le plier exactement comme je le ferais avec un couteau. Ça a vraiment marché! Ma pièce centrale étant presque droite, il ne restait plus qu'à finir l'ajustement et la coller aux deux morceaux de pain de mie, ou comme vous voulez les appeler. Ici, je testais l'ajustement des trois pièces contre le manche. Je veux que ce soit assez serré, mais pas trop non plus. Après avoir vérifié, j'ai appliqué généreusement de la colle type On3 sur les trois pièces, puis je les ai serrées avec des serre-joints. J'utilise clairement l'outil le moins adapté pour ce travail. Sandwich. C'est la preuve que je ne suis pas menuisier. D'accord. Maintenant que le bloc de la poignée a été collé et serré, il est temps de travailler sur la sépa. Le katana a en fait deux jeux de sépa, un sous le hibaki et un juste au-dessus de la poignée. Ici, je prends une fine plaque de laiton, dessine l'ébauche de la lame, puis utilise une scie de bijoutier pour découper l'intérieur. D'accord. Maintenant, il s'agissait simplement d'utiliser une très petite lime diamantée et de passer énormément de temps pour que cela s'ajuste parfaitement à la soie elle-même. Si vous avez vu mes autres vidéos, hein, vous savez que je passe du temps à limer ces fentes de garde. Mais là, c'était tout autre. Chacune des pièces qui s'enfilent sur la soie doit avoir la forme de la soie. Si c'était un rectangle comme tous mes autres, ça bougerait d'avant en arrière, donc c'était bien plus difficile. Regarde-moi ça! Ce qui est cool, c'est que maintenant que j'ai fabriqué ma première sépa, je peux l'utiliser comme modèle pour toutes mes autres pièces. Je ne peux pas vraiment m'y fier car la soie rétrécit, donc chaque pièce posée dessus doit être plus petite. Je devais en tenir compte en ajustant toutes ces fentes. D'accord, j'ignorais alors que la sépa serait facile, mais que limer la fente sur la garde serait bien plus difficile. La sépa faisait environ un 16e de pouce d'épaisseur, la garde 3/8 en laiton massif. J'ai donc dû trouver comment limer le canal et l'adapter à la soie. Ça ne se voyait probablement pas, mais limer cette fente pour qu'elle s'adapte parfaitement à la soie m'a pris environ 5 à 6 heures. Je ne voulais pas le montrer à la caméra, parce que même si tu fais un accéléré de 6 heures de toi en train de faire la même chose, ça reste ennuyeux à regarder. Il y a une livre et 12 onces.
Voyons ce qu'il reste après avoir meulé le cercle. JC, tu gaspilles beaucoup de matière, tu la réduis en poussière et la mets dans ton seau de meulage. Oui, c'est vrai, je ne vais même pas m'en excuser, c'était vraiment satisfaisant. J'ai été surpris par la durée de cette bande violette. Je l'ai utilisée pour dégrossir 2 katanas. Et elle restait assez affûtée pour couper le laiton. Après avoir dégrossi, j'ai utilisé la ponceuse pour nettoyer les faces du mieux possible. Une livre, avec presque toutes les pièces du manche dégrossi, il est temps de faire quelque chose d'inattendu. Les katanas ne sont pas affûtés à plat. Ils sont convexes et atteignent un affûtage zéro. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai passé sur ma pierre diamantée Atoma de 400 grains et j'ai fait en sorte que ça converge vers un tranchant zéro. Après avoir obtenu un affûtage zéro suffisamment tranchant pour me couper, je l'ai emmené au poste de ponçage manuel et commencé à polir la lame. La lame était trop longue pour être poncée en une fois, j'ai donc poncé à la main séparément l'avant et l'arrière des 2 côtés. Il y avait donc en fait 4 positions différentes dans lesquelles j'ai dû poncer cette lame à la main. Ici, je polis seulement la pointe pour obtenir une ligne yokoté presque parfaite. C'est clairement beaucoup plus difficile à faire avec du papier de verre et non avec des pierres, mais je pense en fait que je m'en suis plutôt bien sorti. La prochaine étape du ponçage à la main était les chanfreins de la colonne. Ils doivent être nets, précis et presque donner l'impression de pouvoir vraiment couper. Donc ce que je faisais ici, c'était d'utiliser une lime pour m'assurer que c'était parfaitement centré et parfaitement net. J'ai réalisé ma finition traditionnelle, poncée à la main pour mes lames amont. Je suis passé de 150 grains à 400 grains, puis à 600 grains. Les finitions à 600 grains produisent, selon moi, les meilleurs hamons. Elles ne rendent pas la lame totalement brillante, ajoutant de la texture au hamon, et j'aime beaucoup. Une fois que toute la lame a été correctement poncée à la main, avec un grain de 600, je l'ai enveloppée dans un chiffon d'atelier, puis je me suis préparé à finir toutes les pièces du manche. La prochaine étape consistait en fait à façonner le bloc du manche. Si vous regardiez le morceau de bois que j'ai collé, il est beaucoup plus massif que ce que vous imagineriez pour un manche de katana. Alors j'ai enlevé beaucoup de bois en trop, puis je l'ai emmené à la ponceuse. Et j'ai commencé à ébaucher la forme. J'ai souvent vérifié auprès de mes sources principales pour que la courbe du manche corresponde exactement à celle de l'anime. Je pense qu'il est temps de faire un trou. L'une des particularités du katana, c'est qu'il n'est en fait pas maintenu par de la colle, mais par un ajustement serré dans la poignée et un ou deux chevilles en bambou. Je devais m'assurer que le bloc de bois était bien à la position finale sur la soie. Si elles étaient décalées et que j'y mettais une cheville, cela créerait en fait un espace au lieu de tout resserrer. Après avoir percé les trous, je devais sceller la soie. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai utilisé cette construction de manche en cadre, et la section transversale à l'intérieur du manche était en fait juste un rectangle, ce qui ne correspondait pas à celle de la soie. J'ai appliqué un peu de vaseline sur la soie, mélangé de l'époxy, versé dans le manche, remis le manche, puis retiré après 4 ou 5 heures, quand l'époxy était encore collant. Cela assurera un ajustement parfait sur la soie. Le bloc du manche étant presque fini, sauf ponçage et huilage, il restait à fabriquer la deuxième sépa. Je ne vais pas vous ennuyer avec trop de détails parce que c'était pratiquement exactement la même chose que pour la première. Maintenant que les pièces du manche sont quasiment finalisées, il est temps de graver le hamon sur la lame. Je mélangeais une part de chlorure ferrique avec 5 parts d'eau. C'est moins concentré que ma solution précédente, mais j'ai compris que cela ne change rien pour les amont. J'ai pris soin de bien nettoyer la lame avec du simple liquide vaisselle et une éponge, puis elle est allée dans le mélange pendant 2 minutes et demie. Après 2 minutes et demie, je l'ai sortie.
laver le perchlorure, puis emmener dans ma salle de ponçage pour enlever les oxydes foncés avec du papier de verre grain 5000, tout en gardant la gravure au dos de la lame. Très souvent, je vois le hamon décrit comme des âmes piégées dans l'acier, et si vous regardez celui-ci, ça ressemble vraiment à ça. J'ai choisi de faire seulement 2 cycles de gravure et polissage, car je trouve qu'un hamon plus subtil sur un katana rend mieux. S'il y a trop de contraste, on dirait que ça ne devrait pas être là. La lame presque finie, il fallait polir les pièces du manche et les préparer pour l'assemblage final. Au départ, je pensais pouvoir simplement utiliser la polisseuse pour ça, mais il m'est venu à l'esprit que si les fils de polissage s'accrochaient au hibaki, ils le projetteraient à travers la pièce et finiraient par le casser. J'ai alors opté pour une bande de finition très fine sur la meuleuse. Il est temps de poncer à la main la poignée en Purple Heart. Plus vous utilisez un grain fin, plus la couleur sera intense après huilage. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai commencé avec un grain de 150. Je suis passé à un grain de 400, puis 600, et je crois même avoir terminé avec un grain de 1500. L'une des particularités de ce morceau de bois, c'est que je l'ai choisi moi-même pour qu'il ait beaucoup de ces ondulations. Les ondulations, ce sont ces lignes serrées que vous voyez, et qui paraissent différentes selon l'angle sous lequel on les regarde. Après avoir fini de poncer la poignée à la main, il était temps d'ajouter ces ornements en forme de fleurs sur le dessus de la poignée. Tu sais, en fait, ce n'est pas mal du tout. C'est une autre de ces parties d'Enma qui change d'apparence dans chaque scène de l'anime. Parfois c'est enfoncé, parfois ça dépasse. Parfois on voit les lobes séparément. J'ai combiné tous ces aspects et j'allais l'enfoncer un tout petit peu, mais en le laissant quand même dépasser principalement de la poignée. Ce que je faisais ici, c'était de marquer exactement dans quel sens j'allais le placer sur la poignée à chaque fois. Comme ça, si je traçais le contour et que je le tournais à 180 degrés, je le saurais. J'utilise ici un Dremel Micro avec une fraise diamantée pour mon léger évidement. Je ne sais pas si c'était la meilleure option, mais c'est ce que j'avais. Je n'ai pas utilisé d'époxy ici, mais une grande quantité de cyanoacrylate très épais, une super glue industrielle. Je savais que ça tiendrait, tu ne vas pas vraiment exercer de pression dessus, tu pourrais le toucher quelquefois, mais ce ne sera jamais assez de force pour l'arracher. Pour donner plus de relief à ces fleurs, j'ai utilisé une lime triangulaire pour limer les coins. Ça donnait l'impression que chacun des lobes était arrondi et ressortait encore plus qu'avant. Les ornements floraux terminés, il était temps de retourner à la garde. La garde était à environ 90 degrés, et voici si tu la tenais, elle te coupait le dessus de la main. J'ai incliné ma table et mêlé de beaux chanfreins sur le côté pour éviter que la garde ne s'enfonce dans la main de l'utilisateur. Il est temps de passer aux touches finales. Enma a ce genre d'anneaux dorés qui recouvrent sa poignée, et je pense qu'ils étaient censés être en métal dans l'anime. Mais le truc, c'est que c'est encore un de ces éléments qui ont l'air différents dans chaque scène. Ils étaient parfois incrustés dans le bois, parfois dépassés. Et j'ai trouvé plus stylé de les faire dépasser. Alors j'ai enroulé le cordon doré autour de la poignée aux endroits vus sur le katana. Les poignées de katana sont normalement enveloppées de soie en motif losange, mais Enma ne l'a pas. C'est pourquoi j'ai choisi ce cordon doré, car j'en avais envie. J'aime travailler avec du cordon, c'est très satisfaisant et je trouve le rendu superbe. Ça rend plutôt bien. Après 3 longues semaines de travail et d'innombrables échecs, ce projet touche enfin à sa fin. J'espère que vous avez aimé me voir fabriquer ce katana. Voici Enma.
Maintenant, pour la toute dernière étape, il s'agit de donner un tranchant à cette lame. Le katana avait déjà un affûtage 0, mais il n'était pas vraiment aiguisé. Je l'ai affûté sur une pierre à Osueiro, 3000 passant une demi-heure à lui donner son tranchant final. Oui, monsieur. Ah, mon étau est maintenant mouillé. Ça peut couper un membre. D'accord. C'est tout ce dont nous avons besoin.